Du banquet de Platon à Belle du Seigneur, de Tristan et Isolde à Roméo et Juliette, l'amour est un thème central dans toutes les grandes œuvres de l'art occidental. Celle de Roméo et Juliette compte parmi les plus célèbres et a inspiré fortement le dramaturge anglais William Shakespeare, qui lui a consacré une pièce dans les années 1591 à 1595, c'est-à-dire au début de sa carrière. Publiée en 1597, elle est l'une de ses pièces les plus appréciées, les plus populaires, et a inspiré nombre de compositeurs, parmi lesquels Berlioz, Bellini, Gounod et Tchaïkovski. C'est le compositeur russe qui a su le mieux camper musicalement et sans recourir à la voix, le drame amoureux vécu par les deux amants de Vérone. En une vingtaine de minutes, d'une grande intensité, il parvient à nous faire entrer au cœur même de cette histoire d'amour contrariée et tragique. Alors qu'il n'utilise que les seules ressources de l'orchestre, il confère à cette musique une dimension émotionnelle, sacrée, métaphysique. C'est un véritable monument élevé à la mémoire des amants de Vérone. C'est aussi un véritable tour de force qu'il réussit là, à l'âge de seulement 29 ans, de nous faire vivre, en tant qu'auditeurs, l'essence même du drame. Quelques mots sur William Shakespeare, un des plus grands dramaturges de tous les temps, très populaire de son vivant. Victor Hugo, un de ses grands admirateurs, lui consacra un ouvrage et le décrit ainsi, je cite, « Shakespeare a l'émotion, l'instinct, le cri vrai, l'accent juste, toute la multitude humaine avec sa rumeur, sa poésie. » Fin de citation. Il ajoute « Il possédait l'âme la plus vaste et la plus pénétrante. Lorsqu'il décrit quelque chose, il fait plus que nous la faire voir, il nous la fait ressentir. » Fin de citation. Ces 38 pièces de théâtre ont d'abord et surtout été écrites pour la scène, pour le plus grand bonheur du public londonien de l'époque. On y trouve une incroyable diversité de personnages, de situations, d'affects, parfois extrêmes, les plus nobles comme les plus néfastes. Chaque pièce ouvre un abîme sur les questions liées à la nature humaine. Il a su, mieux que tout autre, trouver les mots justes pour exprimer les aspirations, mais aussi les travers des passions humaines, la haine, l'envie, la jalousie, le meurtre, la folie du pouvoir. En cassant le jeu des causalités, en insistant sur le poids du hasard, il nous montre à quel point la vie tient à très peu de choses. Ainsi, par exemple, Roméo, un Montaigu, se trouve invité par erreur au bal qui se tient chez les Capulets, et cette erreur scellera son destin. Comme le fait remarquer si justement le psychanalyste Daniel Sibony, le pouvoir et l'amour tiennent une place centrale dans son théâtre. L'amour du pouvoir et le pouvoir de l'amour. Shakespeare insiste sur son mystère, sur ses beautés, ses douleurs, les affres du désir et de la passion amoureuse, sur son caractère arbitraire, parfois cruel. L'amour est un sentiment si puissant qu'il lui paraît une sorte de maladie, qui peut mener à la mort lorsqu'il est malheureux ou impossible, ou bien à une sorte de folie terrible, celle de la jalousie, qui détruit Othello de l'intérieur et le pousse à tuer la femme qu'il aime le plus au monde. Dans Antoine et Cléopâtre, l'amour prend une dimension mystique. Antoine mourant dans les bras de Cléopâtre, dans une quête éperdue d'un bonheur impossible. Ce drame de l'amour adolescent et du coup de foudre se déroule en un espace-temps resserré de 5 journées, du dimanche au jeudi matin. L'action se situe à Vérone, à l'époque de la Renaissance italienne. Shakespeare n'a pas inventé cette histoire. Il s'est inspiré de récits antérieurs d'auteurs italiens de la Renaissance, comme par exemple Luigi da Porto, Matteo Bandello, mais aussi d'un auteur britannique, Arthur Brooke, ayant publié, en 1562, The Tragical History of Romeo and Juliet. Revenons sur le contexte dans lequel se noue cette histoire d'amour et de mort. Au XIVe siècle, à Vérone,
La famille Capulet, Capelletti en italien, et la famille Montaigu, Montecchi, ont réellement existé. Elles s'opposaient frontalement, car l'une, les Capulet, était fidèle au pape, tandis que l'autre, les Montaigu, se référait à l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Cette rivalité des deux familles se situe vers l'an 1303. Dante en fait mention dans la Divine Comédie. Ce conflit entre les Guelfes et les Gibelins est né de la division causée par la querelle des investitures, portant sur la question de savoir lesquels entre les souverains laïcs et le pape pouvaient prétendre nommer les évêques et les abbés. Les nobles étaient partagés entre deux camps opposés, chaque camp prétendant vouloir contrôler les villes. En fait, la décision de combattre de tel ou tel côté était bien souvent dictée par des inimitiés n'ayant rien à voir avec le problème véritable. Une famille ou une ville se rangeait-elle aux côtés du pape qu'une famille rivale ou une ville rivale s'empressait de soutenir le parti de l'empereur. Vérone, située au nord de l'Italie, au pied des monts Lecini, traversée par le fleuve Adige, devint une commune autonome au début du XIIe siècle, puis fut conquise par Venise en 1405. Comme chez Eschyle, c'est un chœur qui ouvre la pièce de Shakespeare en s'adressant directement au public. Je cite. « Deux illustres maisons, d'égale dignité, dans la belle Vérone où nous plaçons la scène, enflamment à nouveau leur antique querelle, et de leur propre sang, les citoyens se souillent. Mais du sperme fatal des princes ennemis sont nés deux amoureux que détestent les astres, et leur grande infortune ensevelit enfin, avec leur pauvre corps, les haines familiales. L'inquiet devenir de leur funeste amour et l'opiniâtreté des fureurs de leur père, que rien n'apaisera qu'un couple d'enfants morts, vont 2 heures durant occuper ce théâtre. Et si vous consentez à un peu de patience, nos efforts suppléeront à notre insuffisance. Dès le départ, les choses sont dites. Querelle sanglante entre deux familles rivales, amour impossible qui trouvera son issue dans la mort, réconciliation finale des deux familles unies désormais par le deuil et le chagrin. La scène 1 présente les deux valets des Capulets agacés par les moqueries des Montaigu et qui, à grand renfort de plaisanteries grossières, expriment leur désir d'en découdre. Lorsque les deux valets des Montaigu font leur apparition, ils les provoquent et ils se battent. Une suite de propos infamants et de bagarres émailleront toute la pièce, qui se soldera par plusieurs morts en l'espace de seulement 5 journées. Shakespeare, dans sa première grande pièce, fait œuvre d'innovation. En effet, avant lui, comédie et tragédie étaient deux genres bien séparés. Il réalise ici un subtil mélange, introduisant des éléments de comédie en première partie, pour achever sa pièce tragiquement sur le suicide des deux jeunes amants, du jamais vu à cette époque. S'il fallait résumer en quelques mots l'intrigue de cette pièce, on pourrait dire ceci. Le jeune Roméo, adolescent mélancolique, sombre et solitaire, membre des Montaigu, est amoureux de Rosalinde qui ne lui rend pas. Invité par hasard au bal donné par les Capulets, il tombe follement amoureux de Juliette, la fille unique de la famille, âgée de 14 ans. Or, les parents de Juliette souhaitent la marier à Paris, un jeune gentilhomme, parent du prince de la ville. Juliette, folle amoureuse de Roméo, ne peut se résoudre à un tel arrangement. C'est alors que Roméo se tourne vers son confesseur, le frère Laurent, moine franciscain, qui par compassion accepte de marier clandestinement les deux amants. Roméo, se trouvant mêlé bien malgré lui à une rixe violente, en vient à tuer le meurtrier de Mercutio, son meilleur ami.
Il est condamné à l'exil dans la ville de Mantoue. Pour éviter que le mariage de Juliette avec Paris ne voie le jour, le frère Laurent élabore un stratagème. Il remet un somnifère puissant à Juliette et la fait passer pour morte. Le projet de mariage avec Paris est donc déjoué. Roméo, tout à son chagrin, se morfond à Mantoue et envisage de mettre fin à ses jours. Il se rend chez un apothicaire et lui achète un poison. Il ne sait pas que le frère Laurent a imaginé ce stratagème et qu'il pourra, dès que Juliette se réveillera de son sommeil de 42 heures, partir librement avec elle sous d'autres cieux. Signe du destin, le messager envoyé par frère Laurent pour informer Roméo est empêché de se déplacer à Mantoue à cause d'une épidémie de peste qui lui impose de rester confiné. Roméo se décide à revenir à Vérone et découvre Juliette, allongée sur son linceul, dans le caveau familial, la croyant morte. Il se suicide de désespoir par le poison après lui avoir donné un dernier baiser. Juliette se réveille quelques minutes après et découvre avec effroi le cadavre de son amant et mari. Les supplications de frère Laurent n'y pourront rien. Elle se poignarde et s'affaisse sur le corps de Roméo, ainsi éternellement réunis. Frère Laurent, en larmes, avoue les avoir mariés clandestinement. Les deux familles, brisées par le chagrin, se réconcilient. L'écrivain et traducteur français Yves Bonnefoy le résume ainsi. Roméo et Juliette sont les victimes totalement innocentes d'une conjuration du hasard et de la sottise des hommes. Fin de citation. Quelques mots sur le profil des principaux personnages. Roméo est un jeune homme de passion et d'amour. Il est connu à Vérone pour être un jeune seigneur vertueux et bien éduqué. C'est en fait un personnage tragique, emporté, mélancolique, en quête d'un amour absolu. Au début de la pièce, on le découvre comme un amoureux éconduit et profondément malheureux, désabusé. La belle Rosalinde ne répond pas à son amour. Il lui est indifférent. Cela lui fait dire à ses amis, je cite, « L'amour, une chose tendre, c'est bien trop dur, c'est un dard, bien trop pénétrant, brutal, fougueux. » Fin de citation. C'est qu'il brûle d'amour et de désir, mais sans espoir de réciprocité. Il passe le plus clair de ses journées enfermé dans sa chambre, et chacun remarque sa sombre humeur. Il se définit même comme un mort-vivant. Alors qu'il est invité par erreur à participer à un bal organisé par la famille Capulet, la vision de Juliette dansant avec des invités masqués va agir comme une sorte de révélation divine. Je cite « Le soleil qui contemple tout n'a jamais vu son égal depuis l'aube de l'univers. Elle lui apparaît tel un joyau brillant de mille feux dans la nuit.
Mes yeux n'avaient encore jamais vu la vraie beauté, déclare-t-il. Mais très vite, il réalise avec stupeur qu'elle est une Capulet. La révélation se double alors d'un pressentiment. Il s'exclame : que viennent tous les chagrins. Ils n'égaleront pas la part de bonheur que m'offre le moindre instant lorsque je suis avec elle. Que la mort, la dévoreuse d'amour, ose ce qu'elle veut. Il me suffit que je puisse penser que Juliette est mienne. Fin de citation. À l'acte 2, scène 2, alors que, porté par les ailes légères de l'amour, il a volé par-dessus les murs, et après qu'il se soit enlacé, dans le jardin, il a cette phrase. Je cite : « Ô nuit bénie, bénie, j'ai peur puisqu'il fait nuit, que tout ceci, ce ne soit qu'un rêve, trop flatteur, délicieusement pour être vrai. » Fin de citation. Juliette ressent le même coup de foudre que celui de Roméo et craint immédiatement qu'il ne soit déjà marié. Lorsque sa nourrice l'informe qu'il est fils des Montaigu, elle est saisie d'angoisse. Je cite : « Ô mon unique amour, né de ma seule haine, inconnu vu trop tôt, reconnu trop tard, dois-je naître à l'amour par si grand prodige qu'il faille que je m'offre à mon ennemi ?» Au début de l'acte 2, le chœur fait ce sublime constat. Roméo aime à nouveau, il est aimé. Ces deux regards se sont ensorcelés l'un l'autre. Ces regards seront vite suivis d'un baiser, à la fin du bal. Juliette en ressent le côté sacré. Je cite : « Il y a de la religion dans vos baisers, dit-elle à Roméo. » Ce baiser est au cœur de la tragédie. Ils ont dansé ensemble, il va sceller leur destin. Car, détail émouvant, les derniers mots de Roméo sur la tombe de Juliette seront, je cite, « Ainsi dans un baiser, je meurs. » La boucle est bouclée. Le destin a frappé. Le baiser initial, baiser d'amour, chaud, doux et sensuel, préfigure le baiser de mort final. Alors que Roméo est tout feu tout flamme, Juliette est la générosité même, la pureté, le don de soi. À l'acte 2, scène 2, elle déclare : « Ma munificence est vaste comme la mer, mon amour aussi profond. Plus je donne et plus je reçois, car l'un et l'autre sont infinis. » Fin de citation. Dans sa bouche, la langue de Shakespeare se fait intensément poétique et prend même une dimension cosmique. Dans un grand élan d'amour, elle déclare, alors qu'elle attend Roméo dans le jardin de sa famille : « Courtoise nuit, grande dame aux sévères vêtements sombres, viens, apprends-moi à perdre, en la gagnant, la partie où se jouent nos deux virginités, et couvre de ton noir manteau mon sang encore sauvage, et si fort dans mes tempes, jusqu'à ce que mon jeune amour timide sache, enhardi, combien sont purs les actes d'un vrai amour. Viens, nuit, viens, Roméo, viens, mon jour dans la nuit. Car sur les ailes de la nuit, tu vas reposer, plus blanc que sur le dos du corbeau la neige. Viens, douce nuit, amoureux au front noir, donne-moi Roméo, et quand je serai morte, prends-le, fais-le se rompre en petites étoiles, lui qui rendra si beau le visage du ciel. Dans cet hymne exalté à la nuit, qui préfigure celui de Novalis, l'amour prend une tournure inquiétante.
Il est à la fois lumière incandescente et nuage sombre plein de menaces. Les jeunes amants débordent d'énergie, de vie et de désir l'un pour l'autre, et pourtant, ils seront broyés par le tourbillon du destin, ce que Tchaïkovski nommait le fatum. Cet amour est si fort qu'il leur donne des ailes. Il les détache de l'appartenance à un clan, à une famille. Il emporte tout sur son passage. « Je mettrai à tes pieds mon destin, te suivrai d'un bout à l'autre du monde, lui déclare-t-elle. Alors que son père, méprisant et autoritaire, veut la marier contre son gré à un jeune prince qu'elle n'aime pas, elle conteste le principe de la lignée qui définissait alors l'identité d'une personne. Avec courage et dévotion, elle rejette l'idéal aristocratique de ses parents. Dans le jardin de la maison familiale, à l'acte 2, scène 2, elle s'exclame « Ô Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo ? Renie ton père et refuse ton nom. Ou si tu ne veux pas, fais-moi simplement vœu d'amour, et je cesserai d'être une Capulet. » Il y a infiniment de poésie et de tendresse dans cette révolte. Elle poursuit. « Tu es toi, tu n'es pas un Montaigu. Qu'y a-t-il dans un nom ? Ce que l'on appelle une rose, avec tout autre nom, serait aussi suave. Et Roméo, dit autrement que Roméo, conserverait cette perfection qui m'est chère. Défais-toi de ton nom, qui n'est rien de ton être, et en échange, oh, prends-moi tout entière. » Fin de citation. Un tel amour se moque des conventions sociales. C'est un désir qui n'est déjà plus dans le cycle du monde naturel, mais qui se projette dans les étoiles. Cette montée vers le ciel des deux amants est magnifiquement mise en musique dans la coda finale de l'ouverture de Tchaïkovski. Le frère Laurent est le personnage clé de ce drame romantique, et ce n'est pas un hasard si Tchaïkovski choisit de commencer son ouverture par un choral qui l'évoque directement, donnant ainsi, dès le début, une dimension sacrée à cette œuvre. Moine franciscain, il est décrit comme un saint homme et perçu comme tel par tous. À l'acte 4, scène 2, par exemple, un Capulet déclare à son propos, je cite, « Le saint, le révérend frère, toute la ville lui doit beaucoup. » Fin de citation. Il vit dans une abbaye, dans une cellule de moines. Il est plus que le confesseur de Roméo. Il est son père spirituel, son psychologue, celui qui sait l'écouter, le comprendre, le conseiller. Il sait se montrer exigeant, rigoureux, voire sévère. Il connaît mieux que quiconque la dualité de l'homme, capable à la fois des actions de grâce les plus nobles et des plus vils instincts. Il est aussi profondément humain, empathique, inventif. Il n'hésite pas à braver les règles de la Sainte Église si cela contribue à faire le bien. À l'acte 2, c'est un Roméo désespéré, déboussolé, qui se tourne vers lui pour trouver un chemin de lumière qui lui permettrait de vivre pleinement l'amour avec Juliette. « Pour nous deux, lui dit-il, le salut dépend de ton secours et de tes saints remèdes. Consens à nous marier aujourd'hui même. » Touché au cœur par un amour aussi pur, il consent à marier clandestinement les deux amants. C'est une démarche osée, risquée, mais infiniment humaine. Il scelle là l'union de deux cœurs vibrant d'un infini amour, et en même temps, ce faisant, il espère contribuer à la réconciliation de deux familles ennemies. C'est donc au nom de la Sainte Église qu'il les unit dans le mariage. En même temps, il a conscience de la dangerosité de la situation. Il sait que cet amour, si profond qu'il soit, aura du mal à surmonter les querelles et les inimitiés familiales. Certains de ses propos montrent toute l'humanité de cet homme d'Église.
S'adressant à Roméo, à l'acte 3, scène 3, il lui dit « Viens, malheureux homme, te voilà marié au malheur. » À l'acte 4, scène 1, il plaint le sort de Juliette. « Je sais déjà ton malheur, Juliette. Il passe le pouvoir de mon esprit. » Réalisant l'impasse dans laquelle se trouve le tout jeune couple, menacé par ce projet de mariage de Juliette avec Paris, il trouve une solution originale, en faisant croire à la mort de Juliette par le subterfuge de ce somnifère. Il croit avoir tout prévu et avoir fait en sorte que les deux amants puissent ensuite vivre librement et pleinement l'amour, débarrassés enfin de cette menace. Mais le frère Jean, qu'il envoie comme messager auprès de Roméo à Mantoue, se trouve bloqué par une épidémie de peste et ne pourra jamais informer Roméo de sa stratégie. « La Sainte Église a fait de vous un seul être », déclare-t-il après leur avoir donné la bénédiction du mariage. Juliette ira même jusqu'à dire « Au cœur de Roméo, Dieu a uni mon cœur. » Mais ni Dieu ni la colombe de l'Esprit Saint ne leur seront d'aucun secours. Ce sont le hasard et le destin qui s'acharneront sur eux et les conduiront à la mort. À la fin de la pièce, on le verra pleurer la mort de ses deux protégés. Le père de Juliette est un pur personnage shakespearien, violent, vulgaire, atrabilaire. Décrit comme vieux et richissime, il veut à tout prix marier sa fille Juliette au comte Paris, un bellâtre, sans intérêt autre que sa fortune. Les propos qu'il tient à sa fille en disent long sur la cruauté et la vulgarité du personnage. Charogne blafarde, roulure, putain, sotte pleurnicheuse, misérable. Marie-toi avec Paris ou va te faire pendre. Jamais rien de mes biens ne te reviendra, petite garce. Quel contraste avec la mère de Roméo, qui, morte d'inquiétude pour son fils et ne pouvant supporter son exil à Mantoue, meurt de chagrin avant même la fin de la pièce. La pièce s'achève sur cette déclaration pleine de tristesse du prince régnant de la ville de Vérone, le sénateur Escalus. Je cite. « C'est une paix bien morne que ce matin nous apporte. Le soleil, de douleur, ne se montre pas. Partons, allons parler encore de ces tristes événements. D'aucuns seront punis, d'autres pardonnés. Ah, jamais il n'y eut plus douloureuse histoire que celle de Juliette et de son Roméo. » Fin de citation. Apprenant la mort de son meilleur ami, Mercutio, à la suite d'une rixe, Roméo s'exclame « Le noir destin de ce jour va s'appesantir sur bien d'autres. » Peu de temps après, et sans le vouloir, il tuera l'assassin de Mercutio, Tybalt, et les sombres nuages ne feront que s'amonceler. C'est ce destin, matiné de hasard, qui empêchera le message au frère Laurent de parvenir dans les mains de Roméo. Ce message disait « Ne vous inquiétez pas, Roméo, Juliette est juste endormie, elle vous attend et vous pourrez partir ensemble. » C'est un des serviteurs de Roméo, Balthazar, qui se rendra sur place et lui annoncera la mort de Juliette. Comment un tel drame d'amour et de mort n'aurait-il pas pu interpeller, toucher au plus profond, le compositeur russe Piotr Ilyich Tchaïkovski ? L'amour impossible, le destin, sont les deux thèmes majeurs de ses plus grandes œuvres. Ses deux grands opéras, Eugène Onégine et La Dame de Pique, mais aussi ses 3 dernières symphonies. La 4e notamment, qui démarre par une fanfare terrifiante, lancée par les cors et les bassons, et qui symbolise le destin qui frappe aveuglément et à tout moment.
De caractère hypersensible, ayant perdu sa mère à l'âge de 14 ans, c'est un musicien hanté par la fatalité. André Lischke, son biographe, évoque à son propos, je cite, « un mal-être existentiel, le pessimisme de l'hypersensible désarmé face aux aléas de la vie ». Fin de citation. Dans une lettre du 1er mars 1878 adressée à Madame von Meck, une de ses admiratrices et mécènes, il donne des indications précieuses sur sa 4e symphonie. Ces lignes valent également pour son ouverture Roméo et Juliette. Je cite. « C'est le fatum, cette force inéluctable, qui empêche l'aboutissement de l'élan vers le bonheur, qui veille jalousement à ce que le bien-être et la paix ne soient jamais parfaits, ni sans nuages, qui reste suspendu au-dessus de notre tête, comme une épée de Damoclès, et empoisonne inexorablement notre âme. C'est ainsi que toute vie humaine est une alternance perpétuelle entre une réalité pénible et des rêves de bonheur fugitifs. Il n'y a pas de havre de paix. Il faut naviguer sur cette mer jusqu'à ce qu'elle vous saisisse et vous engloutisse dans ses profondeurs. » Fils d'un inspecteur des mines, ayant été élevé dans un milieu favorisé et protégé, Tchaïkovski est un compositeur lettré, cultivé, amateur d'histoire, de littérature, de voyage. Il est fasciné par l'Italie, sa culture, ses paysages, ses couleurs. Il y a effectué de nombreux séjours. Le drame vécu par les amants de Vérone le touche particulièrement.
La première version de son ouverture date de 1870 et constitue sa première œuvre accomplie. La tonalité y est lyrique, passionnée, l'instrumentation rutilante, les thèmes d'une grande beauté. André Lischke, biographe de Tchaïkovski, qualifie à raison ce compositeur de premier romantique russe. Ce poème symphonique, composé en 1869, remanié à 2 reprises, en constitue un sublime exemple. C'est son ami compositeur Mili Balakirev qui lui suggéra le thème de Roméo et Juliette en 1869. Tchaïkovski se lança dans la composition avec d'autant plus d'enthousiasme qu'il pouvait mettre en musique 3 thèmes fondamentaux qui jalonneront toute son œuvre. L'amour impossible, le fatum, la mort inéluctable. Homosexuel contrarié, Tchaïkovski déclara un jour « Aimer une femme est le vrai bonheur et je ne l'ai jamais connu. » Et il est vrai que ces grandes œuvres évoquent l'amour avec une intensité rare et désespérée. C'est le cas de Roméo et Juliette. Ce sera le cas plus tard dans ces 2 grands opéras romantiques, Eugène Onégine en 1877 et La Dame de Pique en 1890, opéra testamentaire. Sa tentative de mariage, en 1877, avec une jeune étudiante du conservatoire de Moscou, se soldera par un échec cuisant et beaucoup de souffrance. Ce drame intime vécu tout au long de sa vie, allié à une hypersensibilité, donne à ses œuvres une densité, une intensité rare, et nous font entendre des mélodies d'une grande beauté. C'est le cas dans cette ouverture fantaisie, Roméo et Juliette. Les périodes de tension alternent avec des moments lyriques, où il déploie un tel génie mélodique que l'on ne peut qu'être saisi par une vive émotion.
André Lischke, biographe de Tchaïkovski chez Fayard, décrit le compositeur comme un romantique fiévreux, pulsionnel, ivre de mélodie, pleurant son désenchantement. À l'inverse de Beethoven qui souhaitait prendre le destin à la gueule, il pense que l'homme ne peut vaincre le destin et que c'est précisément ce qui l'empêche de goûter au bonheur. L'écrivain français Dominique Fernandez, né en 1929, le résume ainsi. Tristesse, chagrin, mélancolie, désespoir, joie, élan vital, bond vers le ciel et rechute dans la neurasthénie, folles allégresses noyées dans les sanglots, non seulement il ne se retient pas d'exprimer ses passions, mais il les chauffe à blanc. Fin de citation. Intitulé Ouverture fantaisie, Roméo et Juliette est en fait une symphonie romantique en un seul mouvement, mais également une sorte d'opéra imaginaire. Ce qui le touche au plus profond dans cette histoire, c'est le fatum qui brise le rêve des deux amants, un rêve qui ne pourra s'accomplir que dans la mort, puis au milieu des étoiles. Composé au cours de l'année 1869, il fut créé le 4 mars 1870 à Moscou, avec grand succès. Remanié en 1870, puis légèrement modifié en 1880. C'est cette dernière version qui est le plus souvent jouée en concert. Balakirev ne se contenta pas de lui suggérer de composer cette musique, mais il lui indiqua un plan possible pour organiser cette pièce de musique dans le temps, soit une vingtaine de minutes. Il ne suivra que partiellement ces indications, fidèle à son instinct créateur et composant là sa première grande œuvre symphonique. Cette symphonie romantique en un mouvement se conforme à la forme sonate, avec une introduction, une exposition, un développement, une réexposition et une coda, une conclusion. La façon dont Tchaïkovski ordonne les thèmes relève du génie. On est immédiatement happé par le drame, on y participe. Balakirev lui avait conseillé de commencer par un furieux allegro qui ferait entendre aux cymbales comme des coups de sabre. Notre compositeur en décida autrement, et bien lui en a pris. L'œuvre débute en effet, pianissimo, par un choral religieux évoquant le frère Laurent. J'ai cherché à exprimer une âme solitaire, dont la pensée est dirigée vers le ciel, écrira-t-il en 1870, après avoir remanié la première mouture. Coup de génie en effet, car Tchaïkovski fait de frère Laurent un acteur clé du drame, comme dans la pièce de Shakespeare, et confère d'emblée à sa musique une dimension sacrée. Le thème de Frère Laurent ouvre l'œuvre sous la forme d'un choral, grave, solennel, exposé d'abord par les clarinettes et les bassons. Extrêmement recueilli, il fait penser à un chant de l'Église orthodoxe à laquelle Tchaïkovski appartenait. Les violoncelles et les contrebasses se glissent à travers de longs accords, très lents, et viennent ensuite le compléter, ce qui lui donne une tonalité encore plus sombre, teintée de tristesse, celle du frère Laurent à la fin du drame de Shakespeare, pleurant la mort des deux jeunes amants. Les violons et altos se font plaintifs eux aussi. Quelques notes douces de la harpe, les flûtes en suspension, on sent qu'il va se passer quelque chose.
Ce calme n'est qu'apparent. Toute l'introduction respire la douleur, l'attente pénible, la tension, écrit André Lischke. En effet, ajoute-t-il, les 30 mesures qui suivent le choral ont une fonction expressive par leur lente mouvance, leur plainte chromatique, leur longue tenue sur lesquelles viennent frémir les accords de harpe. La tonalité principale est le sombre fa mineur. Le thème de Frère Laurent revient, modulé, transformé, légèrement plus rapide, soutenu par les pizzicati des cordes qui apportent une certaine fébrilité. Le thème s'amplifie, puis se calme de nouveau, la harpe toujours présente. Soudain changement d'atmosphère. Le rythme s'accélère. Poco stringendo accelerando.
le même accord est répété crescendo. Les cuivres se font entendre, puis des roulements de timbales. C'est le rythme cardiaque de Frère Laurent lui-même que Tchaïkovski semble vouloir nous faire ressentir. Son inquiétude croissante, son pressentiment que les choses vont mal se terminer. Rappelons-nous de ce que le frère Laurent déclare au début de la scène 6 de l'acte 2, au moment où il s'apprête à consacrer le mariage. Je cite « Veuillent les cieux sourire à cet acte saint et faire que les heures qui vont suivre ne nous apportent pas chagrin et reproche. » L'exposition commence par ce furieux allegro que suggérait Balakirev à Tchaïkovski et qui illustre musicalement la violence des affrontements meurtriers entre les deux familles. C'est une sorte de course effrénée vers l'abîme, en si mineur, émaillée d'accords syncopés, les coups de cymbales imitant les entrechoquements des épées et donnant une idée de la violence des combats. L'orchestre se déchaîne, le rythme se fait implacable, à grand renfort de double croche, qui, répété par série, donne toute la mesure de la haine farouche des protagonistes. Le calme revenu, un magnifique thème d'amour émerge, l'un des plus beaux de toute la musique russe, en ré bémol majeur. Les sentiments passionnés de Roméo sont d'abord exposés par le cor anglais, sur fond de cor et cascade d'arpèges de la harpe, puis par les cordes violon alto qui eux exposent le thème de Juliette, plus doux, plus tendre.
L'intensité s'accroît. Les cœurs battent désormais à l'unisson. Le thème de la passion surgit, lancé par une gamme montante, soutenu par les deux flûtes en suspension qui semblent vouloir creuser le ciel. L'exposition s'achève dans le calme, la douceur, celle d'une nuit étoilée, sur des pizzicati de la harpe et une douce mélodie teintée de tristesse des bassons et du hautbois. Le développement démarre à la mesure 273. Il s'agit d'une partie dynamique et complexe qui reprend, en les transformant, les thèmes présentés dans l'introduction, puis l'exposition, et qui vont en quelque sorte se superposer. Ainsi, le thème de la haine entre les deux familles revient, à grand renfort de scansions des cordes, des cuivres, corps, trompettes, trombones et de coups de cymbales violents. Très vite, le thème du frère Laurent réapparaît au corps.
Il tente de surnager, en vain. Il semble emporté par ce déchaînement de violence. Les trompettes, stridentes, sonnent tragiquement. Elles sont comme bousculées par les violentes secousses de tout l'orchestre. Le frère Laurent pressent le drame à venir. Il ne peut hélas rien faire pour s'opposer à l'antagonisme radical des deux familles. Comme dans la 4e symphonie, les trompettes stridentes incarnent le destin auquel frère Laurent, en dépit de toute sa bonne volonté et de sa profonde humanité, ne pourra que s'incliner. Les motifs se trouvent fragmentés, réorchestrés, pour illustrer au mieux cette atmosphère de chaos, de lutte acharnée, dont on pressent désormais l'issue fatale. Le thème de l'amour revient dans la réexposition, mais dans un ordre inverse de celui du développement. Exposé par les deux hautbois et la clarinette, c'est le thème de Juliette que l'on entend en premier, sur un bourdonnement de violon pianissimo. Sur un balancement des violons et des altos, le thème de la passion revient, encore plus intense, dans une orchestration amplifiée. C'est le point culminant sur le plan émotionnel d'une immense poésie. Mais il va vite se trouver arrêté, brisé par le thème de la haine. Et bien qu'entrecoupé à 2 reprises par le thème de frère Laurent au cuivre, c'est lui qui sort vainqueur de cette réexposition tourmentée. Un roulement de timbales effrayant, en fa dièse, clôt cette réexposition et annonce la catastrophe finale.
Après un silence sépulcral, l'œuvre se conclut par une coda, une conclusion, poignante, en 3 parties. Une sorte de marche funèbre, tout d'abord exposée, ensuite un chant céleste, et enfin une montée vers le ciel des 2 amants. Sur un roulement sinistre des timbales, accompagné par les pizzicati des contrebasses, la mélodie des cordes se fait plaintive, douloureuse. On pense à l'atmosphère de la symphonie numéro 6, pathétique. On y entend comme une réminiscence du thème de l'amour, dont il ne reste plus que le squelette. Cette marche funèbre, aux accords lourds et sombres, pleure la mort de Roméo et Juliette. Le musicologue André Lischke y voit une sorte de requiem des 2 héros et de leur amour. Tout semble fini, dans un paysage de désolation. Et pourtant, une nouvelle variante de ce thème apparaît, entonnée par le hautbois solo, accompagnée par les flûtes en suspension et les bassons, qui entonnent une sorte de prière. Les cordes se taisent, l'atmosphère est très recueillie. Elle devient métaphysique, lorsque sur un tapis dressé par la harpe, les violons, dans l'extrême aigu, exposent une ultime fois le thème de l'amour, qui prend ici une dimension cosmique, comme s'il voulait faire monter les 2 jeunes amants vers le ciel. Ce passage est d'une grande spiritualité. On pense à Dante, retrouvant sa Béatrice au paradis pour y vivre un amour éternel. La pièce pourrait s'arrêter là. Mais rappelons-nous de ce qu'écrivait Tchaïkovski à propos du fatum, cette force inéluctable qui empêche l'homme de goûter au bonheur et qui écrase tout sur son passage, cette épée de Damoclès qui empoisonne inexorablement notre âme. C'est tout logiquement qu'elle vient conclure, fortissimo et dramatiquement, cette ouverture dans laquelle Tchaïkovski a mis tant de lui-même.